Bonsoir, bonjour à toutes les personnes euh, qui ont partagé un très grand sujet aujourd'hui. Et tout ce qu'on fait au mois de juin, c'est d'échanger. Pendant tout le mois de juin, on va échanger sur certaines valeurs du mariage. Alors, ça ne concerne pas seulement les personnes qui sont dans le mariage, mais ça concerne aussi les personnes qui ne sont pas encore mariées, les personnes qui voudraient se marier, qui des fiancés. Donc, toute cette catégorie-là, tout le monde est un peu dans le lot. Ça concerne les mamans qui ont des enfants, qui voudront se marier. Donc, tout le monde est un peu concerné. Recevoir mes invités. Je ne vais pas trop les faire traîner parce qu'on a déjà perdu assez de temps comme ça quand j'avais mes problèmes techniques. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes invités et je vais donc les demander d'ouvrir leur micro. Alors, docteur Silas et maman Nathalie. Oui. Bonsoir. Bonsoir, maman Belle. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Oui, nous allons bien, merci. Dieu nous fait grâce et il nous garde. Amen. Pour moi, c'est toujours un plaisir de vous avoir comme ça, de parler avec vous, de partager avec vous. La dernière fois, on devait avoir un live avec Dr Silas, mais malheureusement, c'est pas allé jusqu'au bout parce que je crois que Dieu voulait qu'on ait le live d'abord avec le couple Makango avant qu'on ne fasse les choses avec. Amen. Mais que Dieu vous bénisse. Vous êtes un couple que j'aime personnellement beaucoup. J'allais dire surtout maman Nathalie, mais ici, je ne vais pas faire de favoritisme. Ah, non. Sinon, je dirais, moi aussi, j'aime. Vous êtes un couple que j'aime beaucoup, sinon, surtout le pasteur Daniel. Non, pour éviter les surtout, ce soir, on va éviter les conflits. On va éviter les conflits ce soir. On va commencer. Alors, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais commencer avec un petit jeu de questions-réponses. Là, on vous entend maintenant trop bas. Hein? Oh, vous m'entendez très bas? Oui. Alors, ça va maintenant? Ça va mieux? Ça va maintenant. Ça va mieux. Ah, OK. Oui. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais commencer avec un petit jeu comme ça pour un peu vous découvrir dans certains petits points et pour détendre un peu comme ça l'atmosphère avant d'entrer dans notre sujet principal. Donc, entre docteur Silas et maman Nathalie, qui est la personne qui est la plus drôle, qui fait le plus rire dans votre couple? C'est le docteur. Oh, OK. Oh, bon, ça, OK. Je ne vais pas commenter. Là, je pose seulement des questions. Qui est la personne qui danse le mieux? Oh! Ancien rappeur. OK. Et qui est la personne qui dépense le plus? Ancien rappeur Sandy Long. Qui est la personne qui dépense le plus? C'est encore le docteur. Oh, docteur Silas. En tout cas, on vous découvre aujourd'hui. Hein? Qui est la personne la plus patiente dans votre couple? Qui patiente? Quand vous faites, oui, la patience. Quand vous faites des courses, par exemple, ou quand vous devez sortir, qui attend plus? Qui a ce cœur-là qui est plus patient? Moi, je patiente. Ça, c'est marrant. Hein? C'est une école. Hein? Ça, c'est pour moi, de temps en temps, ce sont des épreuves. C'est-à-dire, j'apprends à patienter. Il n'est pas patient. Non, j'apprends à patienter. Moi, je le mets tout le temps en retard. Dieu me met il est patient. Dieu me met dans des situations où j'apprends à patienter au travers d'elle. Elle entre pour 10 minutes dans une boutique. Elle en sort 1 heure après, 2 heures après. Donc là, j'apprends à patienter. Mais maman Nathalie, vous de votre côté, vous n'avez pas la patience là aussi? Oui, moi d'ailleurs, en fait, chez moi, c'est tout le jour, c'est anytime. Je suis patiente, mais avec mon mari, ce n'est pas le cas. Il veut qu'on fasse tout à l'heure, veiller, on ne doit pas déborder, on ne doit pas donner 2-5 minutes. Il stresse pour ça. Voilà. OK. Donc, sur cette question de la patience, vous êtes un peu partagé. Oui. Voilà, ça me rappelle un peu mon couple, mais je ne vais pas entrer dans les détails parce que comme… non, ça peut nous aider, hein? Ça peut nous aider. Non, on peut me mute quand je parle, donc moi, j'ai des risques ici.
Et qui est la personne la plus romantique entre vous deux? Évidemment, c'est moi. Non. Non, elle est très romantique. Elle est très romantique. Sinon, j'allais mal dormir ce soir. Heureusement qu'on croit. Hein? OK. Non, il ne faut pas qu'on crée des conflits alors que nous, on veut parler aujourd'hui de régler les conflits. Non. Elle est tellement romantique que des fois, je lui pose la question, tu te crois ou dans un film ou quoi? Il faut avoir les défis. Donc, ça, c'est comme des fois, quand moi, mon mari fait ça, je dis, tu vois, quand vous, les gens qui venaient du village, quand on est un peu romantique, voilà. Non, moi, je lui dis, et tu oublies que je suis pasteur, attention, hein, je suis papa pasteur. Donc, ce romantisme-là, il ne faut pas exagérer. En tout cas, docteur, ça commence bien. Je vois vraiment que la personne la plus drôle, tu confirmes vraiment que c'est toi. Allô? Oui, allô, oui, on est là. Ah, ok, je crois que... Et qui est la personne qui gâte le plus l'autre? Qui gâte le plus, qui offre plus de cadeaux, qui fait le plus de surprises à son conjoint? Qui est la personne Je crois que c'est elle. C'est toujours elle. Maman Nathalie, en tout cas, chapeau pour toi ce soir. Et pour terminer maintenant, qui est la personne qui ne trouve jamais où elle a laissé ses affaires? Les clés de la voiture, par exemple. Qui est la personne qui Anytime, même ce matin encore. C'était ici, on allume toutes les lampes dans la chambre pour chercher un petit rien et puis c'était juste sur la table. C'est Docta donc. C'est toujours Docta. Oui. Ok, mais en tout cas, cette introduction m'a fait plaisir et m'a fait personnellement beaucoup rire. J'allais commencer maintenant même à chercher à développer des questions dessus. Mais bon, c'était juste un petit jeu pour introduire. Mais en tout cas, maintenant, on sait mieux certaines choses sur vous, en tout cas, qui dépense le plus, qui est la personne la plus patiente. Mais ça fait vraiment, d'un autre côté, ça fait vraiment très plaisir de vous avoir tous les deux. Je crois qu'il y a des personnes qui vous découvrent ensemble comme ça pour la première fois, qui vont vous entendre parler comme ça ensemble pour la première fois. Et pour moi, c'est vraiment un honneur et un plaisir que cette première fois soit avec Talk with Lady Belle. Donc, merci encore d'avoir accepté cette invitation. Amen. Merci, nous vous remercions. Le plaisir est partagé. Amen, merci. Alors, dans ce monde, le monde, tous les jours, dans les sociétés, dans les familles, dans tous les domaines, entre amis, dans les mariages, partout, on trouve des conflits. Mais aujourd'hui, nous voudrons parler d'un aspect particulier de cela. Et avec Dr Silas et Maman Nathalie, nous allons parler de résoudre les conflits dans le mariage. Et si vous êtes des personnes ici, vous êtes en train de nous suivre, vous êtes concernés, vous êtes curieux de savoir ce qui va se passer, envoyez juste des j'aime parce qu'ici, vous allez recevoir tout un enseignement costaud, des conseils pratiques et des expériences vécues de comment est-ce que les conflits ont été gérés par des personnes, pas des professionnels dans le mariage, mais des personnes à qui Dieu a donné une certaine sagesse. Alors, sans plus tarder, j'aimerais savoir, pasteur, docteur Silas et maman Nathalie, il vous arrive aussi d'avoir des conflits? Si nous arrive d'avoir des conflits. Des conflits. Oui, comme tout couple, comme tout autre couple, nous avons aussi, il nous arrive d'avoir des conflits et peut-être demain aussi, il se peut qu'on rencontre encore un autre conflit. Mais on est ensemble, on fait avec puisque le conflit est inévitable. OK. Et est-ce qu'il existe de bons conflits? De bons conflits, oui. Je crois qu'il existe de bons conflits. Et à mon humble avis, je pense que les bons conflits sont ces conflits qui, une fois résolus, nous rapprochent davantage. Le bon conflit, je le pense, sont ces conflits qui, une fois résolus, nous assagissent, nous rendent beaucoup plus sages. Le bon conflit, je le pense, sont les conflits, au fait, qui sont des prétextes, OK? Des prétextes naturels qui peuvent nous aider à mieux nous connaître.
à nous connaître nous-mêmes en tant qu'individus, mais aussi à connaître l'autre en tant que partenaire. D'autant plus que nous sortons de deux mondes différents. Donc, cohabiter ensemble, l'amour ne suffit pas. On peut être follement amoureux, mais on rencontre des conflits. OK? D'ailleurs, je pense que les conflits, n'est-ce pas, c'est aussi, on a des conflits parce qu'on s'aime. Si on ne s'aimait pas, on n'allait pas avoir de conflits parce que chacun regarderait dans sa direction. Mais le fait de vouloir marcher ensemble, regarder dans la même direction, suscite des conflits. Conflits qui n'existeraient pas si on se séparait. Voyez-vous? C'est comme ça que je pense qu'il existe des conflits, de bons conflits, ou des conflits, je pourrais même paraphraser, des conflits productifs. Okay? Des conflits qui nous ont aidés à devenir meilleurs, qui nous ont aidés à nous rapprocher davantage. Ni été ces conflits, on n'allait pas devenir ce que l'on est. Tu vois? Et c'est même comme ça qu'en lingala, on dit quoi? Pilipili ya bolingo. Koswana, pilipili. Bon, on n'est pas totalement d'accord avec ça. Hein? On n'est pas totalement d'accord avec ça, mais je crois que l'idée à la base, doit quand même être considérée. En lingala, on dit les disputes sont comme des ingrédients. Okay? Les disputes, les tiraillements dans le couple sont des ingrédients pour un couple. Ce n'est pas que l'on veuille se disputer tout le temps, mais le conflit, celui qui a donné cette pensée, je pense qu'il n'a pas tort. Ah, ok. Je ne sais pas, vous me voyez toujours? Oui, bon, non, on t'attend. Ok. Alors, oui, Maman Belle, je peux donner un exemple d'un bon conflit. Oui, s'il vous plaît, il faut vraiment y aller. Allô, Maman Belle? Non, vous pouvez y aller, Maman Nathalie. Ok, je donne l'exemple d'un bon conflit. Par exemple, dans notre couple, au début de notre mariage, parce qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons 13 ans de mariage avec 5 enfants. Félicitations. Merci beaucoup. Et Dieu nous a fait grâce de parrainer 20 filles. 21 couples. Hein? Donc, nous avons 21 couples. Alors, au début de notre mariage, il arrivait que lorsque mon mari rapportait de l'argent à la maison, à chaque fois qu'il avait besoin d'avoir un peu de sous, il devait passer par un interrogatoire. Un interrogatoire plutôt. Alors, je lui disais, dis-moi, c'est pourquoi tu vas avec, c'est pour faire quoi? Il devait me détailler ce pourquoi il demandait l'argent. Et moi, je n'aimais pas ça. Et lui n'aimait pas ça. Mais avec le temps, il a compris, avec le temps, il a compris qu'il était vraiment dépensier, qu'il devait aussi essayer de revoir sa façon de gérer un peu ce qu'il a. Et depuis lors, ça nous a quand même aidé, ça nous a rapprochés. Il a compris et il me laisse maintenant gérer le revenu qu'on a, hein, le finance. Il me laisse gérer. Et lorsqu'il apporte des demandes, je ne vais plus par question-réponse, tout ça, hein, par un interrogatoire. Maintenant, je le donne sans questionner, mais lui-même a compris que ça, c'était quelque chose de très important. Donc, en fait, on s'est connus, on a encore plus, on a appris à mieux nous connaître face à ces conflits qui étaient fréquents dans notre couple. Voilà. Ok, je vais dire, hey, Maman Nathalie, tu parles déjà des finances. Ça, c'est un sujet que je veux garder, vous voyez, le meilleur pour la fin, parce que les finances, les conflits avec les finances, là. Mais c'est important aussi de savoir que ce conflit, ça avait été un problème avec vous au début, parce que vous voyez comment Doc a été en train de gérer de son côté les finances. C'est pour ça que il devait passer le questionnaire, parce que certaines personnes ont dit, à peine vient de se marier, elle ne veut pas, elle garde l'argent, elle fait passer par un questionnaire. C'est parce que vous avez remarqué qu'il a tendance à beaucoup dépenser, alors il faut que je gère un peu de cette manière. Parce que ça me rappelle exactement, moi, je me souviens qu'une fois, j'ai même commencé à pleurer, j'ai jeté les cartes de crédit. Non, c'est fini, je ne vais plus toucher l'argent parce que tu me poses trop de questions quand il en advient à gérer l'argent. Mais bon, c'était exactement, et je crois que souvent dans les débuts, si c'est votre expérience, parce que c'était aussi la mienne, je crois que souvent dans les débuts, les conflits, on essaie de se fixer par rapport
aux finances. Mais pour les finances, je crois que je ne vais pas donner beaucoup de détails dessus. On va bien garder cette histoire de finances pour la fin. Mais dites-moi un peu, quand est-ce que quand est-ce que les conflits deviennent négatifs? Je pourrais ajouter un exemple Oui, bien sûr, d'un oui. conflit positif, un bon Positif. conflit. Par exemple, quand on s'est marié au départ, tu vois, je me suis marié en tant que prédicateur. OK? Je me suis marié en tant que prédicateur. Et les prédicateurs, ça parle. Ça parle pendant 1 heure, ça parle pendant 2 heures du temps. Et quand on était ensemble à la maison, on devait discuter. Donc, merci pour la précision de tout le monde doit dire oui, amen. Voilà. Je plains quelqu'un qui est derrière la caméra. Il va souffrir aujourd'hui. Hein. Il va mieux. Faites attention. Alors, j'avais tendance à parler. J'avais tendance à parler et croyant que ce que je disais, c'était ça. J'attendais un amen. Et ça nous mettait en conflit parce qu'elle aussi, elle voulait s'exprimer. Voyez-vous? Elle voulait aussi s'exprimer parce qu'elle croyait que ce qu'elle devait dire était fondamental et bénéfique à notre couple. Au départ, je n'étais pas habitué à cela. C'est par là que je me suis rendu compte qu'une femme aime être écoutée. Une femme, elle aime être écoutée, même quand ce qu'elle dit ne tient pas debout. Elle aime d'abord qu'on l'écoute. Elle aime d'abord qu'on lui laisse parler. Et vous savez, ceci m'a aidé même dans mon travail de pasteur, pour prendre le temps d'écouter des gens, surtout les femmes. Elles peuvent prendre des tournures au lieu d'en venir directement à l'essentiel. Oh, pasteur, tu sais, moi, je vous suis à la télé. Et puis, un jour, j'ai décidé de venir vous voir parce que ma mère est décédée il y a 5 ans. Et puis, mon père vit en Angola. Pasteur, ce dont je veux vous parler, c'est vraiment essentiel pour moi. En fait, vous êtes pressé. Vous avez envie de lui dire, madame, allez droit au but. Mais vous vous posez la question, est-ce que si je le disais ainsi, ne sera-t-elle pas vexée? OK? Ne sera-t-elle pas vexée? Donc, OK, je vais patienter. Je vais patienter, la laisser parler. Et quand elle parle, elle finit. Et puis à la fin, elle dit, en tout cas, pasteur, que Dieu vous bénisse, je me suis défoulé. Où est-ce que j'ai appris ça? Je ne l'ai pas appris dans une école biblique. Je ne l'ai pas appris dans un livre. Je l'ai appris dans mon foyer. OK? Je l'ai appris dans mon foyer parce que je voyais comment le visage de mon épouse devenait jovial après qu'elle ait parlé. Donc, lorsqu'elle finit, je lui pose la question, c'est fini? Oh oui, c'est fini. OK. Tu es sûr que c'est fini? Oh oui, c'est fini. Eh bien, par après, je parle. Donc, ces conflits qu'on avait au départ m'a aidé, moi, en tant que pasteur, mais aussi l'a aidé en tant que servante de Dieu, l'a aidé à savoir que quand je parlais beaucoup, ce n'était pas toujours parce que j'étais dictateur. Ce n'était pas par dictature, c'était par habitude. OK? Ce n'était pas que je sois un dictateur, mais c'était par habitude. C'est-à-dire, des fois, on confond l'auditoire. On croit que même dans sa chambre, même dans son salon, on est à l'église, Logo Serema ou bien à la cité Rama. En tout cas, quand tu vas dans ce sujet-là, moi, je ne vais pas trop débattre dessus. Mais il y a aussi ce sentiment-là. Je ne sais pas si, maman Nathalie, des fois, ça t'arrive. Je ne suis pas en train de faire une coalition ici, mais ce sentiment-là de, OK, parce qu'il a cette aura facile, il sait parler, il sait convaincre. C'est comme si à la fin, il aura toujours raison dans le conflit. Il aura toujours le dernier mot. C'est comme si après, bon, toi, tu n'as pas assez d'arguments, mais je ne sais pas si ça vous arrive aussi, ce genre de choses. Oui, ou maman à la belle. fin, tu as même envie de dire, je sais qu'à la fin, tu auras raison. Mais écoute quand même. Mais écoute, tu sais, généralement, chez l'homme, hein, le but ne doit pas, je pense que dans un conflit, OK, le but ne doit pas d'amener l'homme à dire verbalement, OK, que voilà, tu as raison, mais de l'amener à comprendre que toi, la femme, tu as raison, OK. L'homme peut te donner l'impression que c'est lui qui a raison, mais au fond de lui, tu sens, quelques temps après, tu le vois changer, OK. C'est pourquoi vous avez décidé, il ne le fait plus, il ne fait plus de cette manière-là. Au finish, tu as gagné. Il vaut mieux gagner dans l'harmonie dans le couple que gagner dans un conflit. OK?
Donc, Oui. il vaut mieux laisser le couple gagner au lieu que vous, en tant que partenaire, gagnez dans un conflit. C'est le couple qui doit gagner. Voilà. Ce n'est pas l'homme qui doit gagner, ce n'est pas la femme qui doit gagner, c'est l'homme qui doit gagner. OK? Donc, si l'homme estime que tu as tort, s'il dit que, OK, non, ce n'est pas comme ça, tu ne comprends pas. Mais au finish, et puis il ne faut pas oublier, dans chaque couple, il y a aussi la voix de l'esprit. OK? Il y a aussi la voix du Saint-Esprit qui finit par nous dire, écoute l'autre, elle a raison, écoute-la. Comme le cas avec Abraham et Sarah. Lorsque Sarah dit à Abraham de chasser Agar, Abraham ne voulait pas écouter ça. OK? Donc, certainement, Abraham a dit, je m'imagine, Abraham disait à Sarah, c'est ça, tu m'as déjà trouvé un problème, c'est toi qui l'as pas envoyé. Tu m'as demandé d'aller vers elle. Maintenant, c'est quand encore toi qui changes la vie. Tu me malmènes, elle n'est pas en paix. Là, mon enfant, ainsi de suite. Il dit à Abraham, écoute ce que ta femme dit. Donc, Dieu peut aussi dire à l'homme, écoute ce que ta femme dit. Il peut aussi dire à la femme, écoute ce que Dieu... ce que ton mari... C'est ce que ton mari dit, pardon. Ah, ok. J'allais entrer pour dire, des fois, c'est pas facile quand vous êtes en tension comme ça, vous êtes en train de discuter. Et généralement, quand on discute, on a envie de gagner, on a envie de dire que nos arguments sont plus valables que l'argument, par exemple, du partenaire. Et en ce moment-là, être sensible, de reconnaître que aïe, c'est lui qui est en train de gagner. Enfin, c'est une bataille, hein. Si on doit prendre le conflit, c'est lui qui est en train de gagner. Maintenant, d'écouter l'esprit en ce moment pour se taire et se dire, surtout pour nous les femmes, des fois quand on est déjà monté dans nos émotions et qu'on a déjà arrivé à un pic où maintenant on se rend compte qu'ici, là, je deviens ridicule. Descendre et reconnaître que… Ça devient un problème. Ça devient un problème maintenant qu'il faut maintenant essayer de voir… Surtout quand le partenaire comprend qu'ici, là, elle est en train de s'embrouiller. Comment maintenant il faut commencer à aider l'autre à descendre un peu de ses chevaux parce qu'elle est déjà partie. Et c'est la honte maintenant qui garde cette personne à ce niveau-là de la dispute. Mais ça, c'est encore un autre point. Je crois qu'on va développer ça encore plus tard. Mais quand est-ce que les conflits deviennent négatifs? Parce que là, on est en train de parler des conflits positifs. Des côtés positifs des conflits. Mais moi, je ne suis pas bien entendu. Vous pouvez répéter? J'étais en train de dire, on était en train de parler des bons côtés. Mais quand est-ce qu'un conflit, quels sont les mauvais côtés? Quand est-ce que les conflits deviennent négatifs et nocifs pour le couple? Merci. Un conflit devient négatif lorsqu'il vient, il provient plus de l'extérieur. Donc, vous êtes juste en train de subir. Donc, vos problèmes, ce n'est pas vous, ce n'est pas parce que l'autre s'est mal comporté, parce qu'il y avait un malentendu lié à un couple, mais provenant peut-être de membres de famille, provenant de vos amis, de vos relations, et vous êtes là en train de subir, et cela est récurrent. Je ne sais pas, docteur. Oui, quand un conflit devient récurrent, en tout cas, il finit par être nocif. C'est-à-dire, on se rend compte que année après année, c'est le même problème. C'est le même problème. Ce même conflit devient récurrent parce que la première fois, on n'a pas bien traité ce conflit. OK? On a juste voulu, parce que c'est souvent les pièges dans le couple, maman Belle, c'est ça les pièges dans le couple. Des fois, on veut plus faire table rase pour être en paix, mais on n'a pas résolu un problème. OK? Il y a un problème qui est là, qui est planté comme un arbre. On dit, bon, on va fermer les yeux pour ne pas le voir parce que chacun veut être en paix dans son cœur. Mais on ne fermera pas les yeux tout le temps. Il arrivera un temps qu'on va ouvrir les yeux. Quand on ouvrira les yeux, l'arbre sera encore là. OK? Donc, lorsqu'on ne résout pas bien le conflit, ce conflit va se perpétuer avec le temps, il va vous poursuivre à telle enseigne qu'à un moment donné, même le conflit lui-même peut commencer à se poser la question, est-ce que vous existez ou pas? Parce que ce jour-ci, vous ne m'avez pas invité. Hein? Est-ce que vous êtes toujours ensemble ou pas? Vous comprenez? Donc, et de tels conflits deviennent nocifs. Les conflits deviennent nocifs lorsque ces conflits sont susceptibles de vous séparer. OK? Et lorsque ce conflit touche
à l'intégrité ou encore à la personnalité de chacun des partenaires. Voyez-vous, il est bon que nous ayons des conflits comme tout autre couple, mais il ne faudrait pas que ces conflits laissent des cicatrices. Parce qu'il y a des couples, ils ont eu des conflits, on les a même réconciliés, ils sont restés dans une même maison, mais ils n'étaient plus les mêmes personnes. Voyez-vous, ils n'étaient plus les mêmes personnes. L'homme avait sorti la femme de son cœur et la femme aussi avait déjà sorti l'homme de son cœur. C'est-à-dire, ils cohabitent sans amour. Or, la résolution du conflit doit nous conduire plus à l'amour qu'au lieu de juste nous faire cohabiter. Sinon, ça sera comme le genre d'alliance politique que nous voyons en Afrique, hein, entre telle plateforme et telle plateforme au Gabon ou au Togo. Donc, ils sont ensemble, mais personne n'aime l'autre. OK? J'ai aimé ça au Gabon ou au Togo. Allô? Voilà. Allô, Oui, docteur? allô. Ah, ok, parce que Oui, je n'entendais plus très bien la fin. Je n'ai pas très bien entendu la fin. Je crois qu'il y avait eu un problème de connexion. Le réseau avait un peu... Donc, je disais que ces conflits-là deviennent nocifs. C'est comme le couple devient un lieu d'habitation, de cohabitation. On ne s'aime plus, mais on se supporte juste. On n'a plus de sentiments l'un vers l'autre. Pourquoi? Parce que le conflit nous a déchiré les cœurs. OK? On a mis fin au conflit. C'est comme, je donne un exemple, c'est comme s'il y a un incendie dans la maison. OK? On a éteint le feu. On a réussi à éteindre l'incendie. On n'a pas réussi à soigner les plaies que le feu a laissées sur nous. OK? Le feu nous a défigurés, la peau a été abîmée par le feu. On a déjà éteint le feu. Mais on n'a pas cherché à soigner les personnes qui ont été brûlées par le feu. Et je pense que dans un conflit, il ne faut pas seulement résoudre le conflit, mais il faut aussi aller plus loin pour réparer les dégâts causés par le conflit. Et comment on s'y prend? Comment on s'y prend? C'est ici qu'un couple doit d'abord être fondé sur l'amour. Vous savez, la Bible dit que l'amour supporte, l'amour patiente. Lorsqu'il y a l'amour, on comprend que cette femme n'est plus la même depuis que je lui avais sorti des propos durant notre conflit. Cet homme n'est plus le même depuis que je lui avais dit, toi, c'est par la grâce de Dieu que je t'ai épousé. Tu n'es pas mon genre, OK? Tu n'es pas mon genre. Tu ne me mérites pas. Hein? C'est comme... ce genre de parole-là. Comme une femme qui dit, je vais vous faire rire, une femme qui dit à son mari, hey, Robert, tu sais que la grâce existe. Hein? Alors, l'homme ne savait pas, il était en train de manger. Il dit, Robert, tu sais que la grâce existe. L'homme qui dit, oui, oui, la grâce existe. Il dit, en tout cas, non, 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 non. La grâce, il dit, la grâce existe vraiment. La femme, l'homme, tellement qu'elle insistait, l'homme a dit, bon, dis-moi, où est-ce que tu vas en venir? Il dit, bon, regarde, toi et moi, nous sommes ensemble aujourd'hui. Hein? Toi, Robert, moi, je suis ton épouse. Non, ça, c'est une grâce que tu as. Hein? Parce qu'en temps normal, tu ne peux pas être. Eh bien, c'est passé. Ils se sont disputés. Hein? L'homme a levé le ton. Ils ont pris toute une nuit en train de se dire des paroles méchantes parce que l'homme aussi voulait répliquer. Et puis, le lendemain matin, on invite le docteur, il va, je m'assois, on parle, ok, la femme dit, je retire mes propos. L'homme aussi dit, je retire mes propos. Mais seulement, avant même que la femme ne constate, moi j'étais le premier à constater que l'homme n'était plus le même. Quand tu lui poses la question sur sa femme, les réponses qu'elle donnait n'est plus les mêmes. Pourquoi? Parce qu'un conflit a été résolu, mais on n'a pas cicatrisé les traces ou les blessures laissées par ce conflit. Il fallait maintenant que la femme aille rassurer son homme pour dire je suis fière de t'avoir comme mari, je suis heureuse de t'avoir, je suis heureuse d'être ta femme, oublie ce que j'avais dit. Okay? Donc, docteur, ici, tu es en train de quand même mettre un point pour dire que la manière aussi de soigner, de cicatriser, pour que la cicatrisation se fasse plus rapidement, de soigner les blessures, c'est de parler, de donner des paroles encourageantes. Il faut parler parce que la communication, c'est ça même le secret d'un mariage.
Oui. Hein? La communication, c'est le secret des mariages. Quand on ne parle pas, l'autre n'est pas prophète pour savoir ce que vous pensez. OK? Tout à fait. Le mariage n'est pas fondé sur le don de la parole de connaissance ou encore sur le don de la prophétie pour savoir ce qu'on fait. Les Et rêves. là, malheureusement, c'est ce que beaucoup de femmes font. Tu rentres comme ça, tu trouves quelqu'un en train de bouder. OK? Et tu ne sais pas pourquoi elle boude. Et du coup, tu commences à te poser la question, je fais quoi? Tu poses la question, qui est venu ici? Est-ce que quelqu'un était venu ici? Je ne coupe pas, mais le regard que maman Nathalie lance, je ne sais pas si c'est parce qu'elles se sont concernées ou comme je l'ai vu lancer un regard là. Donc, non. Non, même pas. Non, ils peuvent appuyer. OK. Parce que souvent, je dis, si vous ne communiquez pas, vous n'aidez pas l'autre. OK? Mais alors, pour bien parler, rassurez-vous que vous êtes apaisé. Vous avez surmonté vos émotions, vous avez surmonté votre colère. Une fois que vous êtes apaisé, eh bien, c'est le bon moment pour parler. Est-ce qu'on peut parler? Est-ce qu'on peut discuter? Bien que moi, déjà, cette phrase-là, cette introduction-là, je ne l'aime pas trop. Oh, prends ça tel que je l'ai dit, prends ça comme ça. Je dis, dis-le aisément. Ce qui se conçoit bien, c'est dit aisément. Les mots. Okay. Les mots on ne cherche pas trop loin le mot pour exprimer ce qu'on a au fond de son cœur. Il faut communiquer. Si on ne communique dialoguer. Pas, d'ailleurs, la preuve que votre couple est malade, hein, c'est lorsque vous prenez moins de temps en train de discuter. Ah, ça, c'est un point important. Lorsque vous prenez moins de temps en train de discuter, et encore, les couples qui sont en bonne santé ne discutent pas seulement sur ce couple-là. Ils discutent sur des banalités. OK? Les couples en bonne santé ont des conversations éparpillées. Sans tabou aussi. Sans tabou, ils parlent de ça, tout. c'est important. Là, je ne veux pas vous couper, mais j'aimerais vraiment que les personnes notent ça. Si vous pouvez même écrire ça dans un commentaire. Un couple malade est un couple qui ne parle pas. Donc, checkez votre couple. Essayez de voir. Peut-être qu'il y a une blessure, on est passé dessus, on n'a pas fait attention à ces choses parce qu'un couple qui ne parle pas est en fait un couple malade. Le dialogue est très, très important. Ici, quand on parle de parler, c'est pas seulement docteur, pour cette parler des problèmes. C'est pas seulement parler des problèmes, OK? Parler des problèmes. Comment a été ta journée? OK? Oui, la journée a été bonne. Quand je dis ma journée a été bonne, la femme, elle n'aime pas entendre ça. OK? Parce qu'elle aime les détails. Hein? Elle aime les détails. Il faut lui dire, ma journée a été bonne. J'ai été bloqué à Sossimante pendant 2 heures du temps dans les embouteillages. Et puis, il y a une voiture rouge qui est passée. Et par après, j'ai vu un motard passer. Là, elle s'est dit, OK, on parle. Et pourtant, nous, les hommes, on aime résumer. Voyez-vous? Nous, les hommes, on aime résumer. Oui. Parler à tout moment, hein, de tout et de rien. Ne pas avoir de sujet tabou. Hein, parler de choses qui vous ne pouvez jamais, hein, en temps réel, parler avec quelqu'un d'autre dans votre couple. Donc, que ce soit des moments où, quand l'autre arrive à la maison, où vous ne pouvez pas seulement parler des enfants. Parce qu'un couple, comme l'a dit le docteur, un couple qui ne parle pas est un couple malade. Mais vous devez aussi vous poser des questions. Quand vous parlez, qu'est-ce que vous vous dites? C'est les enfants ont fait ça, maman était passée, il y a eu tel problème, la snelle était passée, ou réellement vous parlez de choses qui peuvent vous détendre, de sujets qui vous construisent. Qui vous rapprochent. Donc voilà un peu ce que je peux. Aucun homme n'a besoin d'être dégonflé quand il arrive chez lui à la maison. Aucun homme n'a besoin d'être dégonflé lorsqu'il arrive à la maison par des nouvelles. Tu vois, la snelle était passée. L'école m'a appelé pour les Minerval. Ma mère est malade. Tu es rentré en retard. Et dès lors que vous commencez à vous, dès lors que vous vous rendez compte qu'il y a plus de, il y a plus divers sujets, hein, à parler, à débattre le soir, hein, lorsque vous vous rencontrez, bien lorsque vous êtes à la maison, vous devez directement
vous remettre en cause, vous poser des questions. Y a-t-il un petit problème? Parce qu'il n'est pas normal qu'un couple se rencontre juste pour juste parler des choses élémentaires. Hein? Voilà un peu… Pour suivre la télé, suivre les informations et puis chacun voilà. Ou bien dès qu'on arrive à la maison, c'est télétravail et bref, les enfants mangeaient, ils ont fait les devoirs. Tu vois, l'homme qui rentre, il a les foot, il commence à suivre les matchs. Et la femme qui veut suivre des séries télévisées qui racontent presque les mêmes histoires. Et vous voyez tout ça. Chacun dans son téléphone. Chacun avec son téléphone, ainsi de suite. Ça aussi, ça tue la communication, les téléphones. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nos couples sont plus fragiles que ceux de nos parents. Nos couples sont plus fragiles et pourtant, nous avons beaucoup plus à débattre que nos parents. Malheureusement, le téléphone, dans son côté négatif, nous prive le temps. Nous prive le temps. Je pense que là, il est question de s'organiser parce que c'est aussi un des sujets qui crée des conflits, dans le foyer. Les téléphones, on a des choses à faire dans les téléphones. Certains même, ce sont leurs ordinateurs, leurs laptops. Tout à fait. Quand ils reviennent, en fait, ils ramènent les bureaux à la maison. On ramène les bureaux à la maison, on ramène l'église à la maison, on arrive à la maison et on continue à vous appeler pasteur, pasteur, pasteur. C'est vrai que la femme a épousé un pasteur, mais à la maison, elle a besoin d'un homme. De son mari. De son mari. Tout à fait. Et dans des cas comme ça, maman Nathalie, j'aimerais avoir ton avis, mais docteur Silas aussi pourra me dire quoi. Dans des cas comme ça, qu'est-ce que tu penses du fait que quand il y a conflit, par exemple, écrire une lettre pour mieux s'exprimer parce que il y a des personnes qui ont grandi peut-être ne sachant pas trop comment placer les mots parce qu'on vient de parler de la communication comme étant un point important, mais il y a des personnes qui arrivent comme ça, qui n'arrivent plus à cause peut-être, on va mettre ça sur le dos des émotions ou sur le dos de la peur de s'exprimer, de ne pas savoir comment son conjoint ou sa conjointe va réagir ou à cause de son bagage, de son background, préfère écrire une note, une lettre pour exprimer un peu ce qu'elle ressent ou ce qu'il ressent, préfère écrire ça sur un papier et donner et voir après comment… Qu'est-ce que toi tu conseilles à ces personnes qui s'expriment mieux par écrit que par oralement, que de parler oralement comme ça? Comment est-ce que ça aide dans la résolution du conflit, les lettres dans un couple? Pour résoudre le conflit, moi, je pense que si je dois écrire, si je dois être en mesure de faire une lettre pour exprimer, pour m'exprimer, pour dire ce qu'il y a eu, présenter soit des excuses, mais je dois aussi être en mesure de dire les mêmes choses en face. C'est beau, c'est bien d'écrire, mais je me résiste à insister. On ne doit pas se cacher derrière, bon, je ne sais pas moi, l'orgueil ou quoi, dire que je lui ai déjà texté, c'est fini. Je lui ai fait une note, je l'ai écrit, quitte à lui de lire. Et puis même, je vais donner un exemple. Lorsqu'on demande pardon à quelqu'un, on doit aussi s'attendre que la personne doit accepter, la personne doit vous pardonner. Imaginez que vous avez écrit à quelqu'un qui ne dit mot. Et ici, moi, je conseillerais à ce genre de personnes qui ne savent que écrire. Ils doivent aussi être en mesure de voir la personne en face, lui dire, voilà ce que j'avais rédigé, j'aimerais aussi de le dire en face. Parce que c'est comme un garçon qui est en train de demander la main à une fille. Si juste il s'est arrêté par faire une note, et plus tard, il peut aussi te dire que ce n'était pas moi qui ai écrit. Il peut juste te dire, bon, c'était des sentiments que j'avais, mais ce n'était pas… Voilà. La Bible dit que Dieu a créé le monde, il est parti par la parole. Donc, nous devons être en mesure de faire les lettres, mais aussi de l'exprimer devant la personne. Puisque d'autant qu'il ne passera pas nuit ailleurs, il finira toujours par revenir à la maison. Alors, lorsque vous allez vous voir, ayez le même courage de répéter ce que vous avez mis sur note. Il m'est arrivé aussi dans notre couple de texter mon mari. Je me souviens même, il avait l'habitude de me dire, quand je sors de mes textes pas, avec ce qu'il y a eu ce matin, je ne veux rien, je ne veux pas te lire. Il ne faut pas dire ça ici. Il faut tout dire.
Il faut dire, ça va aider. Il répétait, je ne veux pas te lire. Tu comprends? Il ne faut pas me texter aujourd'hui. Alors, je lui disais, si ça bouillonne dans mon cœur, attends-toi, tu auras un texto venant de ma part. Et voilà, des fois, quand il avait des textos, il ne sait pas lire, à un moment donné, il ne sait plus travailler. Donc, il est obligé de revenir à la maison. Et là, il ne vient pas à la maison. Il ne vient pas à la maison juste pour se reposer. Il ne vient pas à la maison parce qu'il est fatigué. Mais il vient à la maison et s'est dit, je veux maintenant entendre ces choses. Hein? En face comme ça. Et quand il entre, la première des choses, tu as quelqu'un qui fait semblant, hein? Il essaie un peu de lorgner, il regarde de loin, elle est là, elle fait quoi? Mais quand il arrive, il s'attend à ce que tu lui dises ça. Et soyons humbles quand nous écrivons, nous voyons la personne devant nous, et aussi le courage de lui dire, voilà, ce que je t'ai écrit, c'était ça. Je voulais présenter mes excuses, je voulais m'amender par rapport à ça, et c'était pour te dire que je t'aime. Et voilà. Et on profite de l'occasion pour une bonne fête. Là, c'est pour le couple marié. Vous savez, moi, ce qui m'intrigue le plus, quand on s'écrit comme ça, vous m'entendez? Oui, non, mon écouteur était tombé, donc je n'avais pas pu entendre la fin. Moi, plutôt, ce qui m'intrigue, c'est quand dans un couple, on doit se faire des lettres. Je suppose qu'il y a 3 raisons. Okay? Première raison, comme vous l'avez dit, on estime que communiquer verbalement devient peut-être difficile. On a du mal à se faire comprendre si on parlait verbalement. Deuxièmement, c'est comme tu l'as dit d'ailleurs, c'est parce qu'on croit que l'autre n'a pas le même niveau de compréhension. Troisièmement, c'est parce qu'il existe déjà un mur invisible qui s'est érigé. Alors, moi, quand on doit m'écrire une lettre, si on me fait une lettre, je pense que je devais me poser la question, depuis quand est-ce que ces murs existent? C'est-à-dire, c'est beaucoup plus facile de vous avoir à distance que de vous avoir de manière rapprochée. Et ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon. Parce que je pense que nous devons atteindre un niveau de camaraderie, atteindre un niveau d'intimité, d'amitié. Un couple doit devenir ami. Un couple doit devenir ami au point où on peut se dire ouvertement sans craindre que l'autre ne comprenne pas. Ce que l'on veut, ne puisse pas mal comprendre ce que l'on veut dire. Parce que quand le mur est érigé, même si on ne le voit pas, alors on préfère faire des textos, on préfère parler. Et moi, personnellement, je n'aime pas. J'aime qu'on me dise, bon, si tu penses que ce que tu vas dire ne me plaira pas, trouve d'autres mots. Trouve peut-être des mots un peu plus gentils. Et quant à moi aussi, d'adopter non pas une attitude d'intimidation, mais que j'adopte une attitude de convivialité, d'intimité, qu'on se parle. Ce que vous avez dit tantôt est très important. Je vous donne encore l'exemple d'un couple qui s'est séparé à la veille du mariage, 2 semaines avant le mariage. La femme avait un background plus fourni que celui de l'homme. Du mari. Le mari. Alors, souvent, quand ils discutaient, la femme avait souvent tendance à dire à son mari, arrête, toi, t'es nul, toi. Elle le disait en blaguant, allez, t'es nul, toi. Allez, regarde-moi, toi, t'es bête, toi. Maintenant, l'homme le prenait au premier degré. Tu vois? L'homme le prenait au premier degré. Et le frère venait de terminer ses études en droit, à l'UNIKI. Alors, il prenait tout au premier degré. Quand tu lui dis il est nul, lui va voir étymologiquement parlant, nul signifie quoi? Quand tu lui dis il est bête, alors c'était un sérieux problème. C'était un sérieux problème. L'homme ne voulait plus entendre, je ne vais pas épouser une femme qui me traite de bête. Alors, la femme aussi ne cessait de dire, mais pasteur, je ne comprends pas. Juste pour ça, moi, je trouve que c'est bête. Alors, il lui dit, elle continue encore. Elle continue encore. Et tout ça, c'est une question de background. Bon, de tels problèmes, c'est vrai que s'il y a déjà une grande différence, en tout cas, rassurez-vous, vous devez faire avec. Et pour éviter,
c'est de tenir compte de ces éléments lorsqu'on fait le choix pour se marier. OK? Il ne faut pas que l'écart soit trop grand. Quel écart? De quel écart? L'écart d'âge ou l'écart de... au niveau de l'instruction, OK. Au niveau de l'instruction, au niveau du background. Parce que cette même femme dit à son grand frère, arrête, il s'est dit à son grand frère, arrête de plaisanter, t'es nul toi. Le grand frère n'en fait pas un problème parce qu'il ne les prend pas au premier degré. Donc c'est juste une manière de dire, arrête de m'emmerder. Mais pour l'homme, ce frère, lui, les prenait au premier degré. Donc quand l'écart est trop grand, ça crée souvent ce type de problème dans les foyers. Mais on ne le dit jamais, OK? On ne le dit jamais et on cherche à résoudre un conflit, mais la cause du conflit demeure, il y aura encore un autre conflit. À cause du background. Ah, ça, c'est très important. Et la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai posé cette question sur les lettres, et je pense que c'est important pour toutes les personnes qui nous suivent et pour les personnes qui ne sont pas encore mariées ou qui veulent entrer dans le mariage ou ce genre de choses. Parce que moi, personnellement, pour moi, je pensais que c'était, surtout au commencement de notre mariage, pour moi, c'était le meilleur atout pour résoudre un conflit. C'était, il faut que quand on a nos discussions là, parce que des fois, je n'aimais pas lâcher, j'aimais tenir sur ce que moi j'avais dit. Et même quand je sentais que lui avait raison, mais je voulais seulement, à cause de mon orgueil, de mon ego, garder un peu tout ça. Donc après, j'allais maintenant, j'écrivais une petite lettre. Bon, comme je n'arrivais pas à sortir comme ça de ma bouche, pardonne-moi, j'allais écrire, bon, pardonne-moi, bon, tu avais raison, les trucs. Et lui, quand je vais lui dire comme ça, il veut dire, OK, maintenant, tu vois tout ce que tu as écrit là, maintenant, dis-moi ça en face. Je sentais que c'était la mer à boire. Ou alors, des fois, on peut avoir une discussion. Quand il part au travail, quand il part, là, j'envoie un petit texto là, tu es seulement mon chéri, je t'aime, j'envoie un petit message doux, en espérant que dès qu'il va entrer, lui aussi va me serrer dans ses bras. Mais c'était vraiment des attitudes. Donc, tout ce que tu veux, tu penses que tu peux, tu es capable d'écrire, donc tu es capable de dire. Donc, c'est après quelques années qu'après, j'ai commencé à bâtir le fait de laisser tomber un peu les SMS quand on a des problèmes ou des lettres, mais j'étais vraiment au début en train d'écrire. C'est pour ça que j'ai dit, OK, je vais ramener cette question parce que ça peut aider des personnes qui pensent que résoudre les conflits à cause de l'ego, à cause de la fierté, bon, laisse-moi écrire juste une note et le reste viendra comme par magie et que les choses vont s'arrêter. Et que les choses vont s'arrêter. En tout cas, merci beaucoup pour vos réponses. Oui? Ah, donc là, c'est vrai, faire de lettres, oui, lorsqu'il y a un conflit, lorsque vous avez un malentendu, nous devons écrire, mais nous devons savoir quoi écrire. Ça, j'aimerais aussi insister, nous devons savoir quoi écrire. Il y a des gens qui écrivent non pas pour juste la dispute et aller plus loin, sans oublier qu'après, vous devez vous mettre ensemble, essayer de parler. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Alors, vous devez tenir compte de ça. Oui, de tout ce qui est écrit. Il y a ces hommes qui, après 15 ans, voilà, à l'époque, elle m'avait dit que j'étais vaurien. À l'époque, de ceci ou de cela. Et moi aussi, vu la position que j'ai aujourd'hui, savoir qu'est-ce qu'on est en train de créer. Écrivez des choses pour construire. N'écrivez pas pour détruire. Ne pourra pas bénir un tel couple. Une femme ou un homme qui ne fait que parler. Oh, je crois que je les ai perdus là. Je crois que je les ai perdus, qui sont parce que je ne les ai plus sur mon écran. Je crois qu'on a eu un problème de connexion. Je vais essayer de voir parce qu'il me restait plus qu'une question et je voyais aussi une question ici. Ah bon, je vois qu'ils sont de retour, donc je ne sais pas si vous m'entendez. Docteur Silas, maman Nathalie, est-ce que vous m'entendez? Comme ça, on peut continuer. On était en train d'arriver d'ailleurs. Allô? Oui, oui, je vous entends, mais je ne vous vois pas. Oui. Donc, vous êtes... Oui, ça c'est parfait maintenant. Là, c'est parfait, je vous vois.
Oui, oui, j'étais en train de dire écrire, mais écrivez de bonnes choses. N'écrivez pas pour enfoncer tout le temps l'autre. Parce que les paroles vont vite passer, mais les écrits vont rester. Donc, nous devons être prudents sur ce que nous sommes en train d'écrire. Lorsqu'on doit se texter, ça doit être pour construire. J'aimerais ici interpeller un couple qui a l'habitude de s'écrire, mais pour écrire de mauvaises choses, vous devez arrêter. Vous devez arrêter. Ça n'honore pas Dieu et ça ne vous bénit pas. Vous ne devez jamais oublier que l'argent n'aime pas le bruit. Là où il y a tout le temps de conflits, là où il y a tout le temps de paroles médiocres, de paroles qui est prononcée, le couple sous un ciel fermé. Donc, nous devons nous dire tout le jour, nous devons bénir. Amen. Et la bouche, Dieu nous a donné une bouche afin de bénir. De bénir et non de maudire. Tout le jour, un homme doit se dire, je dois encourager ma femme, je dois lui dire des bonnes choses. Imaginez que quelqu'un qui vous fait mal tout le jour, vous ne cessez de le bénir. Imaginez-vous un peu la suite. À chaque fois, je disais toujours, si je dois être un modèle, je dois être d'abord un modèle pour mon époux, pour une seule personne. Si aujourd'hui mon mari arrive à dire que voilà, c'est telle la bonne personne, c'est une bonne femme, et je pense que même le voisin finiront par dire la même chose. Donc, on doit se battre tout le jour afin de ne dire que les bonnes choses, afin de se texter de bonnes choses qui encouragent. Raison pour laquelle dans plusieurs couples, vous verrez plusieurs accros à leur téléphone, postant des photos du jour au lendemain. Pourquoi? Parce qu'ils savent que là, on dira plus de likes, on dira plus tu es bien habillé. Oui, plus de commentaires. Alors, nous devons nous dire de bonnes choses. Nous devons écrire de bonnes choses pour encourager. Voilà ce que je pourrais ajouter. Merci beaucoup, maman Nathalie. Et ici, avant que moi, je ne pose ma dernière question, parce qu'on est déjà en train d'atterrir, j'ai vu quelqu'un qui a quand même posé une question intéressante ici sur Facebook qui a demandé et s'il y a l'amour et un écart au niveau du background, comme ce que Dr. Silas a partagé tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il y a l'amour, mais le background, il y a un grand écart. On fait quoi? Comment on manage ça? On laisse tomber ou on se bat? Non, non, il faut toujours, il ne faut jamais considérer le mariage comme un terminus. C'est-à-dire parce que je suis marié, tout s'arrête là. On peut développer, on peut s'instruire, on peut apprendre en étant dans le mariage. OK? Il peut arriver qu'on soit amoureux d'une femme qui a un background mieux fourni que vous, mais aussi pour ne pas souffrir d'un complexe, apprenez, améliorez-vous. Faites-vous meilleur que vous l'avez été avant de se marier. Donc, cherchez à réduire l'écart. Vous n'allez pas demander à celle qui est ou à celui qui est très instruit de descendre au niveau de celui ou de celle qui est moins instruite. C'est plutôt à celui qui a moins été instruite de faire des efforts. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on a des femmes qui vont à l'université en étant mariées. On a des hommes qui vont à l'université en étant mariés. On a des hommes qui lisent pour apprendre, OK? Parce que lui, il est sorti d'une famille modeste, la femme est sortie d'une famille riche. Il ne faudrait pas que l'on dise toujours qu'il profite de notre sœur, il profite de notre ami. D'où, il faudrait aussi faire des preuves. Et pour faire ces preuves-là, apprenez. Pour faire ces preuves-là, lisez beaucoup, lisez beaucoup, lisez beaucoup. Et il y a aussi possibilité, avec beaucoup d'amour, que l'homme dise par exemple à sa femme, écoute, pourquoi tu ne fais pas telle formation? La femme, Dieu peut aussi dire à son mari, écoute, on va aller à tel endroit, on va faire tel voyage. Elle est fait expressement pour enlever le complexe dans le chef de son mari et pour créer une ambiance bonne. OK? Une ambiance bonne. Sinon, l'homme aura souvent tendance à dire, ah, tu es orgueilleuse, tu es orgueilleuse, tu es orgueilleuse. Tu penses que l'argent de ton père, tu penses que l'argent de ta mère, ou encore la femme dit, oui, tu me maltraites, parce que je suis sorti d'une famille pauvre, ainsi de suite. Dans le mariage, on peut toujours s'améliorer, on peut toujours apprendre. Harmoniser. Ah, OK. Alors là, vraiment, je vais aller maintenant. Ce sera vraiment ma dernière question. Et ça aura un rapport avec les statistiques et les finances, comme je disais tout à l'heure, parce qu'il y a des études qui montrent que
que les couples qui se disputent chaque semaine, au courant de la semaine, vous pouvez avoir un jour ou deux, ou je ne sais pas combien de jours, où il y a toujours une discussion qui revient à propos des finances. Ces statistiques montrent qu'il y a 30% de ce genre de couples qui divorcent à la fin. Pour montrer à quel point les conflits autour des finances, c'est quand même un problème sérieux aussi dans les couples. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Quel conseil ou quelle expérience vous pouvez partager? Je sais que vous avez partagé une petite expérience au début, mais qu'est-ce que vous pouvez mettre encore, taper encore le marteau, le clou sur le marteau et conseiller un peu par rapport au conflit autour des finances dans le couple? Parce que c'est quelque chose qui arrive fréquemment, toujours. Je ne sais pas qui a déjà échappé au conflit des finances dans le couple. Vous êtes bénis si vous avez déjà échappé à ça, mais sinon, qu'est-ce que Dr. Silas et Maman Nathalie, vous pouvez nous dire là-dessus? En tout cas, moi, je pense que aucun couple n'est passé, ne serait plutôt épargné de ces conflits de finances. Donc, c'est tout le couple qui passe par là. Et quand nous lisons la Bible, Ecclésiaste 5 nous le dit, et quand nous voyons encore de l'autre côté avec Timothée, dans 1 Timothée, la Bible est en train de nous dire quoi? La Bible a plus parlé, nous parle plus de comment, de l'argent, mais la Bible insiste aussi pour que nous ne devenions pas, que nous ne soyons pas de ceux qui auront en eux la convoitise. OK? Déjà, la Bible nous dit quoi? Que l'argent est la racine de tout le mot. Donc, le couple devrait comprendre que tout le jour, déjà la vie pour tourner du jour au lendemain, tout ce que nous devons faire tourne autour de l'argent. Alors, le conseil que je pourrais apporter à ceux qui me suivent maintenant et à ceux qui vont nous suivre même après, ils doivent savoir que dans le couple, tout ce que vous emmenez doit contribuer pour l'avancement de votre couple. Tout le jour, ils doivent réfléchir. Que devons-nous faire pour être meilleurs? Déjà, l'argent, je vous ai dit ici que l'argent n'aime pas le bruit. Et le conflit est inévitable. Puisque le conflit est inévitable, il se peut que demain, après-demain, qu'on ait mal géré l'argent. Mais nous devons nous dire que ce que nous avons, ce que le couple gagne, on ne doit pas gagner pour après l'investir unilatéralement. Non, on doit travailler ensemble. On doit se mettre ensemble pour devenir fort, pour devenir puissant, pour devenir meilleur. Alors, même si c'est l'homme qui rapporte ou bien c'est la femme qui gagne quelque chose et que l'autre ne travaille pas, mais vous devez tout le jour vous dire que nous devons travailler avec transparence. Le couple devait se dire nous devons travailler avec transparence. Si vous voulez si vous voulez que l'on dise que vous êtes correct, que vous gérez bien, lorsque vous effectuez des dépenses, soyez aussi transparent, amenez tout ce que vous avez fait, soyez clair dans vos dépenses journalières. Je crois que ça aide beaucoup. Le plus souvent, le couple se retrouve dans ces problèmes lorsqu'ils sentent que de l'autre côté, il y a un peu l'égoïsme, il y a l'autre qui pense plus à lui et pense moins à l'autre. Il y a d'autres, toujours dans le couple, il y a l'un des partenaires qui se sent amoindri lorsque l'autre gagne, rapporte quelque chose à la maison. C'est toujours souvent un pronom possessif pour dire mon argent. Or, quand on est ensemble, on ne doit plus employer ces pronoms possessifs de mon argent, c'est notre argent, ce que nous avons gagné. Vraiment, ici, que le couple comprenne. Lorsque vous avez l'argent, dites-vous quelles sont nos priorités. Très bien. Les priorités sont quoi? Lorsque vous rapportez quelque chose à la maison, dites-vous quelles sont nos priorités, pas mes priorités, nos priorités. Et pour arriver à nos priorités, excuse-moi, oui. Pour arriver à nos priorités, il faudrait que les deux partenaires se mettent assis, qu'ils en discutent. Parce que ce qui est pour moi une priorité ne l'est pas forcément pour elle, moins encore pour les enfants, surtout lorsqu'on a maintenant des enfants. Parce que lorsqu'un couple a des enfants, les priorités changent. Par exemple, pour nous, pour moi, en tant qu'individu, en tant que pasteur, la priorité, c'est le ministère. OK? Donc, quand j'ai quelque chose, je penserai au loyer de l'église, je penserai à un séminaire,
je penserai à acheter des matériels, des caméras pour l'église. Ça, c'est mon côté pastoral qui m'attire. OK? Mais j'ai besoin d'une femme qui doit me faire comprendre que je n'ai pas seulement des enfants spirituels, mais j'ai aussi des enfants biologiques. OK? Donc, il ne faudrait pas que je pense seulement à l'église tout en sacrifiant ma famille. Voilà pourquoi nous devons nous asseoir pour savoir, OK, sur les $100 que nous avions. Et je vais dire une chose, Maman Belle. Les priorités doivent être définies avant que l'argent n'arrive. Oui, très important. Il faut que les priorités soient définies avant que l'argent n'arrive. C'est-à-dire, si nous avons $100, nous avons d'abord l'habitude, nous fixons des montants que nous demandons à Dieu. OK? Il y a des montants qu'il donne, il y a aussi d'autres montants, et on a encore des arriérés, il n'a pas donné. OK? On croit qu'il pardonner. Des fois, nous disons, Seigneur, nous avons besoin de temps. OK? Seigneur, donne-nous autant. Et dans le temps, dans ce montant-là, nous savons déjà, bon, avec ça, avec autant, nous allons faire ceci. Avec autant, nous allons... Ah non, 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 non. Oh non, attends d'abord. Non, non. On discute pour un montant qu'on n'a pas encore. OK? Oui. Donc, je préfère ça. On discute pour un montant qu'on n'a pas encore. Non, mais c'est pas ça. Et puis, on se prend la tête. Et puis, on se regarde, on dit, mais l'argent en question, il est où? Hein? Il n'est pas encore là. Maintenant, une fois que l'argent arrive, ça nous permet de ne plus nous battre pour cet argent-là. Et aussi, autre chose qu'il faut savoir, il est bon que dans un couple, que l'on sache que ceux qui rapportent le plus ne sont pas toujours les meilleurs gestionnaires. OK. C'est-à-dire, dans un couple, ça peut être l'homme ou la femme qui rapporte le plus, mais ce n'est pas toujours lui ou elle est la meilleure gestionnaire. On a des fois besoin de recourir à la rigueur de l'autre, OK? Qu'on engage comme comptable dans le foyer, OK? On engage comme pour éviter des sorties inutiles, OK? Parce que je vis des couples qui gagnent moins qu'un autre couple, mais ils vivent aisément. Ils s'organisent, ils ont acheté leur maison, ainsi de suite. Mais il y a d'autres couples, ils gagnent plus. Ils sont instables. Il manque tout le temps de carburant. Il manque l'argent pour payer le loyer. Pourquoi? Parce que l'homme qui gagne veut garder l'argent pour lui et ne pas montrer à la femme. À sa femme, OK. Maman Belle, j'aimerais ajouter quelque chose. Oui, Maman Nathalie. J'aimerais dire aux couples qui nous suivent maintenant, à chaque fois que vous rapportez de l'argent à la maison, vous devez toujours vous dire qu'il y a la part de Dieu en premier. Vous devez repartir votre argent en quatre. Il y a la part de Dieu. Dites-vous, qu'est-ce que nous, la dîme, vous mettez de côté. Et essayez aussi de réfléchir encore. Dites-vous, nous devons épargner, nous devons accomplir quelque chose. Les projets sont lesquels? Donc, vous devez investir. Si vous avez déjà quelque chose que vous faisiez, que vous avez l'habitude plutôt de faire régulièrement, investissez, continuez, enlevez encore une autre part pour l'investissement. Et allez au troisième, pensez à la troisième chose qui est les charges fixes. Donc, ce que vous devez, les passifs. Tout le mois, vous devez payer, je ne sais pas moi, le loyer, le carburant, le courant, l'eau, l'électricité, tout les ça. Travailleurs. Voilà, pensez à ça. Et en dernière position, vous devez maintenant mettre vos désirs, vos besoins. On dit comment les cadeaux, j'ai promis, j'ai pensé à personne, j'avais une demande et tout ça. Cela va beaucoup vous aider à aller plus loin et à mieux vous organiser. Lorsque l'argent arrive, l'argent n'aime pas le bruit. Lorsqu'il arrive et qu'il rencontre trop de problèmes, moi je vais faire ça, moi je vais faire ça, on se retrouve, on n'a pratiquement rien fait avec ce qui est venu. Voilà un peu ce que je pourrais dire. Docteur, il y a quelque chose? Oui, je donne par exemple pour moi notre témoignage. Moi, j'enseigne sur les finances. J'enseigne sur les finances. Mais pour réussir, dans mon alliance financière, dans notre alliance financière avec Dieu, il a fallu souvent recourir à la rigueur et à la prudence de mon épouse. Parce qu'il arrive que je touche $100 à 10 heures. À 10 heures, quelqu'un me donne une offrande, ou bien quelque chose, je vendis, ou bien j'ai conseillé quelqu'un, il m'a payé $100. Il peut arriver que quand je rentre à la maison à 18 heures, je n'ai plus les $100.
Pourquoi? Parce que juste après, quelqu'un est entré dans mon bureau, il m'a demandé $50. J'ai donné. En sortant, quelqu'un d'autre me demande, je donne. OK? Et puis, je me retrouve main vide. Main vide. Et dans ces $100 que j'ai dépensés, j'ai acheté quelque chose pour les enfants. Je n'ai pas pu soustraire la dîme. Oui. Okay? Je n'ai pas pu soustraire la dîme. Or, je sais que la dîme est indispensable pour notre prospérité. Parce que nous, dans notre couple, Dieu nous avait dit qu'on ne regarde à personne, moins encore à l'Église. Dieu prendra soin de nous. Il nous a dit, rassurez-vous seulement de donner de bonnes offrandes et de payer vos dîmes. Et maman Belle, ça, je peux te les rassurer. Aujourd'hui, nous bénissons Dieu parce qu'il est fidèle. Amen. Quand j'ai $100, je dépense $50. Si je reviens avec $50 à la maison, maman Nathalie me pose toujours la première question, c'était combien? Tu vois? Pourquoi elle me pose la question, c'était combien? C'est pour l'aider à soustraire la dîme, non pas du montant que je ramène à la maison, mais du montant que j'avais touché dès le départ. Donc, $50, au lieu d'enlever $5, elle enlèvera $10 qu'elle met de côté. C'est ce qui nous a permis d'être un peu réguliers dans nos dîmes. OK? Ce qui fait que ça fait des années et des années, je suis heureux de dire que nous payons régulièrement nos dîmes. De la même manière que nous cherchons l'argent pour payer le loyer, nous mettons de côté. Nos dîmes aussi, nous les mettons de côté et nous allons payer auprès de notre pasteur. Voyez-vous? Nous allons payer auprès de notre pasteur grâce à sa prudence, grâce à la rigueur qu'elle appliquait. OK? Parce que je me disais, j'avais $300, c'est fini, je n'ai pas enlevé la dîme. Voyez-vous? Donc, un couple doit aussi le savoir. Un couple doit gérer les choses de cette manière-là. Mais c'est maintenant malheureux si l'homme aime dépenser et la femme aussi aime dépenser. Ils sont foutus. Ils sont foutus. Ils sont foutus. Les enfants ont besoin de vivre, d'avoir du lait. Et donc, l'argent est indispensable, mais aussi l'argent est la cause pour laquelle beaucoup de couples divorcent aujourd'hui. Donc, j'ai pris que de tous ceux qui nous suivent là, qu'aucun de ce couple ne connaisse le divorce à cause de l'argent. Dieu ne vous a pas mis ensemble pour que l'argent vous sépare, mais Dieu vous a mis ensemble pour vous multiplier et vous donner beaucoup d'argent. Maman Belle, je vais rajouter quelque chose. OK, maman Nathalie, allez-y. Nous devons faire très attention lorsque nous devons parler de l'argent. Il y a plusieurs couples qui se comparent à d'autres couples. J'aimerais ici insister, dire aux couples, vous ne devez pas vous comparer. Dieu fait chaque chose belle en son temps. Vous ne devez pas dire que je suis en train de voir de l'autre côté l'autre couple exceller. Chez nous, chez vous. Ils vont en voyage, ils vont en vacances, ainsi de suite. Ce n'est pas parce que vous êtes amis que vous avez les mêmes charges. Ce n'est pas parce que vous êtes des couples amis que vous avez... Mais tout à fait. Ce n'est pas parce que vous êtes amis que vous avez les mêmes charges. Ce n'est pas non plus parce que vous êtes amis. Vous m'entendez, ma belle? Oui, je vous entends, docteur Céleste. OK. Ce n'est pas parce que vous êtes amis que vous avez les mêmes charges. Ce n'est pas parce que vous êtes amis que vous avez les mêmes priorités. OK? Chacun peut recevoir $100, $100, mais il y a un autre couple qui avait pris l'engagement de donner au Seigneur $50 pour la construction de l'église, pour l'achat de quelque chose. Je pense que la comparaison, c'est ce qui a conduit beaucoup de couples au divorce. Oui. Les couples ont divorcé parce qu'ils voulaient se comparer. Être comme les autres. Ont divorcé parce que le couple voulait vivre comme chez les parents. OK? Oui. On voulait vivre comme chez les parents. Chez les parents, il y avait 4 travailleurs. Je ne vais aussi en avoir 4. Chez les parents, ma mère avait 3 voitures à sa disposition. Je vais aussi en avoir autant. Chez les parents, ma mère allait tout le temps accoucher à l'étranger. Moi aussi, je vais le faire. Vous n'êtes pas le couple de vos parents. Vous êtes vous, votre couple à vous. Faites la vie selon que Dieu vous bénit. OK? Faites la vie selon que Dieu vous bénit. Et la transparence est importante dans le couple. OK? Moi, je discute beaucoup avec des hommes. La plupart des hommes se plaignent que leurs femmes bloquent l'argent, OK?
Il bloque l'argent, c'est-à-dire l'homme ramène l'argent, il le Mhm. bloque, et elle bloque, et quand l'homme en a besoin, l'homme ne sait pas Mhm. comment. Alors, qu'est-ce que l'homme fait? Il commence à voler son propre argent. C'est-à-dire, OK. c'est-à-dire, il revient, mais il prend 20 dollars qu'il va cacher très loin pour que la femme ne le voie pas. Mais c'est son propre argent. Il le vole encore où? Il le vole dans sa propre maison. Et OK. la femme doit éviter aussi d'amener l'homme à ce niveau-là. Il y a aussi de ce couple, Maman Belle, où la femme rapporte plus que l'homme, parce que c'est possible. Oui, oui, oui. La femme rapporte plus que l'homme. Ici, j'aimerais donner un conseil aux sœurs. Naturellement, lorsque vous ramenez plus que votre mari, naturellement, même s'il ne vous le dit pas, il y a un complexe qui va se créer en lui. OK. Il y a un complexe naturel qui va se créer en lui. Alors, évitez de lui montrer que parce que vous payez, vous rapportez plus, c'est aussi vous qui décidez de tout. Il n'y a OK. pas longtemps, Mais il un faut homme est être venu me sage. voir. Un homme, il faut être sage. Un homme est venu me voir, il avait presque des larmes aux yeux. Il dit, docteur, je me réveille le matin comme ça, je sors, quand je reviens à 17 h, je rentre dans mon salon, j'ai l'impression que je me suis trompé d'adresse. J'ai dit, comment ça? Il dit, tout le meuble, on a changé. La salle à manger, le fauteuil, la télé, on a tout changé. C'est une bénédiction, c'est vrai. Mais pour l'homme, le fait que la femme ne lui ait pas dit cela. Et il Oui. pose la question à la femme, ça vient d'où? Oh non, j'ai acheté, j'avais commandé à Dubaï, j'ai acheté. Il y a un sentiment d'inutilité. Oui. Voyez-vous? Il y a un sentiment d'impuissance qui naît en l'homme. Et beaucoup de femmes le Oui. font, pas par méchanceté, mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de détruire l'estime de soi. Ils sont en train de détruire la L'estime du personnalité mari. de leur homme. De l'homme. Et quand vous êtes Ouais, la femme qui conjoint. ramène plus de l'argent, évitez des phrases telles que je souffre trop, cette maison, on me fait souffrir, hein, à peine j'ai acheté du beurre, on finit, hein, je souffre trop. Ça diminue la femme. Il y a des paroles qu'un homme peut dire, la femme peut supporter, mais il y a des paroles qu'un homme a du mal à supporter. Voyez-vous? Quand l'homme doit dire, ma chérie, tu peux me donner, je vais mettre du carburant. Ah non, je suis fatigué, moi je vais travailler, je vais vendre sous le soleil, et ainsi de suite. Ce sont des paroles qui réduisent et qui affectent la personnalité, l'estime de soi de l'homme. Ça, c'est pour les hommes, les femmes mariées. Je pense que quand vous revenez, mettez l'argent, dites, voilà ce que je gagne. Je gagne autant. Mais cette fois-ci, on m'a donné un prime. OK? Voilà ce que j'ai gagné. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses? Même si toi, tu as déjà ce que tu veux faire, même si toi, tu as déjà vu une voiture que tu veux acheter, OK? Dis d'abord à ton mari, écoute, j'ai 10 000 dollars, qu'est-ce que tu penses? Mais en fait, tu comptais acheter une voiture, mais tu ne veux pas lui imposer parce qu'il dira, ah, comme c'est elle qui gagne, et ainsi le couple se détruit. Tu vois, qu'est-ce que tu comptes faire? Oh non, moi je compte, ah non chérie, je voulais quand même qu'on ait une voiture, tu vois, celle-ci tombe tout le temps en panne, et ainsi de suite. Et là, ça passe. Et c'est comme ça que, parce qu'un couple chrétien, un couple mûr, avec de l'argent, c'est bon. C'est très bon quand un couple a les moyens de son romantisme. Voyez-vous, quand un couple a les moyens de sa tendresse, quand un couple a les moyens de son amour, c'est beaucoup plus bon que quand un couple n'a que des paroles et qui n'a pas d'argent. Donc, l'argent dans le couple, c'est une bonne chose. L'argent rend encore plus beau. L'argent vous permet de réaliser vos rêves. L'argent vous permet de devenir important dans la famille. L'argent permet que votre Madame Nathalie disait, ah, j'ai aimé la coiffure de Maman Belinda. Et puis du coup, je dis, t'inquiète, dis-moi, ça coûte combien? OK? J'ai dit, ça coûte combien? Quand elle dit, oh, ça coûte autant, j'ai dit, non, moi, je ne suis pas encore le pasteur Daniel. Je n'ai pas encore eu comme lui. Soyons patients. On va avoir ça après. Bon, ça, c'était pour rigoler. Mais tout à fait, oui, oui, oui. Mais c'est vrai aussi. Hein? Voilà. Ça fait partie de la conversation, mais c'est vrai aussi. Et il faut beaucoup de sagesse aussi. Oui, c'est vraiment... Oui, Maman Belle, j'ai encore un petit point que j'aimerais ajouter. OK. Comme ça, on va terminer. J'aimerais aussi parler de l'équité.
En matière d'argent, ce qui détruit plusieurs couples, c'est aussi l'équité. Il y a de ce couple qui, l'homme se dit, avec ce que nous rapportons, tout le mois, il peut s'offrir, il peut changer sa garde-robe quand il veut, mais il ne pense pas à son conjoint. Il y a aussi des femmes comme ça, donc c'est comme le docteur venait de le dire, une femme qui peut meubler même la maison sans que son mari ne le sache. Donc, vous devez vous dire, quand je m'offre quelque chose, l'autre aussi, peut-être, il est dans les besoins, elle est dans les besoins, mais vu qu'il n'y a pas assez de moyens, elle essaye de gérer le peu que nous avons ensemble. Alors, nous devons être équitables. Nous devons nous dire, j'ai donné de l'autre côté, surtout chez nous en Afrique. On donne de l'autre côté, on donne à sa famille, on ne pense pas à la famille de l'autre. On pense aider ses frères, mais on ne pense pas aux frères de l'autre aussi qui sont chômeurs comme tes propres frères. Donc, le couple doit se dire que l'équité doit régner. Même si c'est vous qui rapportez quelque chose, lorsque vous pouvez faire plaisir dans votre famille, faites aussi de l'autre côté. Lorsque vous pouvez faire plaisir à vos amis, pensez que la femme, votre conjoint, a aussi de relations. Voilà, docteur? Non, c'est bon. C'est un point important, en tout cas. C'est un point très important. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé tout ce qui a été dit. C'est beaucoup de petits points comme ça qui peuvent nourrir après. On a parlé de beaucoup de petits points, des finances, de la manière de parler, du background même des fois, mais beaucoup de petits points comme ça que je vais appeler comme des petits renards, comme dit la Bible dans les Cantiques. Oui, c'est des petites choses, des petits renards, mais qui font détruire toute une vigne de tout un champ. Donc, c'est important de parler de ces choses, d'exposer ces choses et de voir comment y remédier. Docteur Silas et Maman Nathalie, merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez apporté ce soir. Merci de nous avoir ouvert vos cœurs. Vous avez ouvert votre maison, vous avez ouvert votre salon, vous avez ouvert votre cœur. Vous nous avez parlé avec votre cœur et on a senti que ça venait vraiment de l'intérieur. Et merci beaucoup, beaucoup pour toute cette sagesse. Merci pour toutes ces révélations et ces déclarations. Et je pense et j'espère que des personnes ont reçu et vont essayer de recalibrer un peu, de revoir comment résoudre leurs conflits dans leur couple. Mais docteur Silas et Maman Nathalie, avant de couper, je voudrais que vous puissiez quand même déclarer des paroles sur toutes les personnes qui sont en train de regarder, déclarer des paroles pour les aider, déclarer des paroles pour les bénir, déclarer des paroles pour leur ouvrir des portes, déclarer des paroles pour qu'ils sachent mieux résoudre leur conflit, mais aussi pour qu'ils excellent dans leur mariage et qu'ils se distinguent dans leur mariage. Avant de déclarer des paroles, je vais ajouter une parole pour dire, dans la résolution des conflits, il est bon que vous résolviez vous-même vos conflits. C'est-à-dire, ce n'est pas bon toujours de faire appel aux parrains ou aux parents, moins encore aux amis. Apprenez à résoudre vous-même vos conflits. C'est quand ça ne va pas qu'on peut faire appel aux parrains, pas aux amis, ok? Ou bien à votre pasteur, ok? Mais évitez de faire appel aux amis, parce que aux membres de famille, évitez. Voilà, nous allons prier au nom de Jésus. Nous déclarons la paix, la joie, la prospérité sur la vie de chaque personne qui nous a suivis ce soir et qui nous suivra encore en rediffusion. Nous déclarons au nom de Jésus que chaque couple ici représenté, même pour ceux-là qui ne sont pas encore mariés, que la main de Dieu soit sur vous et que votre couple soit l'introduction du paradis. Que votre couple soit un avant-goût du ciel. Que votre couple soit un oasis de paix. Que votre couple soit le lieu de la réconciliation, de la transformation et de la promotion. Au nom de Jésus, je déclare que vous n'allez pas répéter l'histoire négative de couple de votre famille. Vous n'allez pas vivre l'échec que vos parents ont vécu dans leur couple. Je dis au nom de Jésus, votre couple sera heureux à l'intérieur et sera heureux à l'extérieur. Vous ne vivrez pas dans l'hypocrisie.
Dieu vous donne la sagesse aujourd'hui. Il vous donne la capacité de supporter et de tenir face à tout ce qui peut ébranler votre couple. Que Dieu vous donne la capacité de résoudre vos conflits à vous, mais aussi d'aider les autres à résoudre leurs conflits. Soyez bénis et nous bénissons ce ministère de Maman Belinda. Nous bénissons le ministère d'Anne Eagle. Nous bénissons tout ce que Dieu fait avec vous à Logos à Johannesburg. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen.